Donc, les banques, elles doivent s'adapter à ce qui se passe. Donc, la Banque centrale les considère comme une institution financière. Elle leur donne une licence, pas de banque islamique, mais une licence de banque conventionnelle, licence de banque universelle, on va dire. C'est plus large. Donc, ce parti-là, il y a premièrement cette contrainte-là, cette contrainte juridique et réglementaire. Après, pour le conflit d'intérêts, il y en aura toujours. Même dans une mutuelle, vous pouvez avoir toujours un conflit d'intérêts. Le plus important, c'est le mode de gouvernance des banques islamiques qui doivent être revus et modifiés. Et ça, en fait, c'est ça le plus important. Plus que le modèle lui-même, c'est le même travail, c'est plus le modèle de gouvernance et l'esprit des actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui se dirigent vers la finance islamique, c'est pour la seule raison, c'est une raison très simple, c'est le bénéfice, c'est le profit. À l'exception de quelques rares personnes, leaders, qui croyaient vraiment dans l'industrie dans les années 70, on pourra citer le Dr Salah Kamel, on pourra citer le Malik Faisal à l'époque. C'est des rares personnes qui ont vraiment combattu parce qu'ils croyaient. Ce qu'on voit aujourd'hui, la majorité des institutions, elles ouvrent des fenêtres. Pourquoi? Pour la simple raison, pourquoi? Il y a un marché. Il ne faut pas se voiler la face, on est dans un monde capitaliste, dans une industrie très capitaliste. Donc le premier facteur important pour les actionnaires, c'est le gain des bénéfices. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un système de gouvernance qui soit plus adéquat et qu'à long terme, sera aussi bien bénéfique pour l'épargnant ou le dépositaire que pour l'actionnaire. Parce que si on calcule à long terme, plus les dépôts augmentent, plus automatiquement par la suite, les bénéfices et les gains de l'institution financière augmenteront. Donc c'est juste, je pense qu'il y a plus un aspect de travail sur la mentalité et l'esprit des actionnaires que vraiment de changer le modèle de fonctionnement d'une banque. Sinon, si on veut changer un modèle de fonctionnement, tant qu'à faire, il faut repartir de zéro et reconstruire l'industrie des départs. La banque islamique, c'est une société de commerce à la base. Donc elle achète, elle revend. Donc il faut partir de ce principe-là et reconstruire tout un écosystème nouveau, ce qui m'apparaît à nos jours très difficile, très contraignant. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup Wajdi et pour ces mots. Je pense que on est satisfait de Monsieur Hachana. Je pense qu'on peut le libérer. Et puis on va ouvrir la session de questions-réponses avec notre panel. Donc Dr Khouildi qui va avoir un petit mot d'ouverture pour un petit peu recadrer le débat. Donc il a certaines précisions de synthèse à faire. Donc on va commencer par ça et puis ensuite on a fait un tri des questions. Donc on va adresser ces questions-là et puis on va ouvrir le débat s'il y a débat. Là, merci. Justement de l'examen qualitatif des questions posées depuis ce matin du moins, je vois que 3 grandes idées ou bien 3 points ont attiré l'attention à maintes reprises, alors que ces points-là ne sont ni obligatoires dans la finance islamique, ni l'unique solution, du moins en la matière. Je prends ces 3 points, à savoir la question de l'indemnité de retard. Bon, l'indemnité de retard, il ne s'agit pas des sommes colossales à gérer, parce qu'on a posé la question, etc. Ce ne sont pas des sommes colossales à gérer, et puis certaines banques ont même renoncé à mettre la clause dans le contrat. On peut ne pas la mettre. Et puis, quand le débat s'allonge sur cette question-là, ça veut dire que c'est un mauvais signe, en fait, parce que la banque a beaucoup d'intérêts de retard. Du moins, c'est une banque qui a peut-être mal choisi ses clients. Donc, en fait, quand on parle beaucoup sur la question des intérêts de retard, cela suppose que la banque n'a pas bien géré, du moins, l'actif comme il faut. Bon. Deuxième point, la question du réchelonnement ou la question qui se pose au niveau des solutions à apporter en cas de difficulté. D'une part, on peut ne pas réchelonner. L'institution, elle peut estimer que la situation est irrémédiablement compromise et elle n'injecte pas de l'argent. Ou alors, elle peut donner un autre financement au client pour pouvoir financer le premier. Parce que je dis, ce n'est pas pour financer le premier, parce que c'est la différence entre le conventionnel et l'islamique. On ne vous donne pas un financement justement pour payer le premier. Non, on vous donne un financement pour pouvoir payer le premier. C'est une grande différence. C'est-à-dire, celui qui est en difficulté en matière d'ijara,
si on voit qu'il y a un problème de fonds de roulement, on peut lui donner Mourabha, d'après l'analyse, Mourabha éventuellement pour le soutenir à pouvoir payer. Donc c'est une question de sauvetage et non pas une question justement d'intérêt de la banque. Pour la question des dépôts réciproques, ce n'est pas une solution radicale pour la question de liquidité. C'est même une question provisoire. Et que la pratique a fait que c'est une solution donnée par Ayouf, mais d'une portée très réduite. Parmi les solutions les plus radicales, nous avons dit les soukouk. Aussi, on peut imaginer les titres participatifs. C'est-à-dire la banque peut faire entrer des personnes à financer ces projets, assimiler plus ou moins aux actionnaires, mais non pas ni la qualité, ni l'attitude, ni les pouvoirs des actionnaires. Et donc, à ce niveau-là, il y a d'autres solutions, je dirais, plus radicales, plus justement de longue haleine, d'autres solutions plus confortables pour l'institution. Mais ce qui a été dit au niveau de dépôt réciproque, ça a été une solution justement provisoire et une situation qui est caractérisée par l'aspect provisoire. Et donc, on passe au détail des questions. Parfait. Donc, la première question qui était posée par M. Sow de la BOAD. Donc, je souhaite savoir en quoi la finance islamique, en tant que finance alternative, est un instrument de lutte contre la pauvreté pour les pays africains en particulier. Donc, je pense que c'est une question que vous pouvez répondre, docteur. M. Babalé pourra exprimer son avis après. Très bien. Donc, en fait, quand on dit quel est l'apport de la finance islamique, les questions dues à des partenariats, c'est une réponse, parce que le partenariat, ça ne demande pas des fonds propres, ça demande une capacité. Et nous avons dit tout à l'heure qu'il faudrait relancer la Modarba au sens où l'institution joue le rôle d'apporteur de fonds. Parce qu'en fait, l'inverse, c'est-à-dire le fait que la Modarba soit un compte participatif, ça veut dire que c'est la banque qui a besoin de ressources. Alors que nous, on veut que les gens qui ont besoin de ressources, que la banque les finance. Ben, cela, quand même, est tributaire de tout un contexte, à la fois un contexte juridique, à la fois un contexte de confiance, parce que quand on va donner de l'argent aux gens en disant on va faire un partenariat et en cas de perte, c'est nous qui perdons et vous avez perdu votre travail uniquement, il faudrait qu'il y ait une mentalité justement qui apprécie cette manière de conduire le business. Si vous avez des... Non, je vais simplement rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans le cadre de la réduction de la pauvreté dans les pays africains ou même dans le monde, je pense que l'expérience globale ou enfin universelle a voulu que l'accès au financement soit une des solutions à apporter au développement de beaucoup de pays et de beaucoup de régions. Donc la finance islamique, en se disséminant sous le sous-continent et dans la sous-région, apportera une source de financement supplémentaire qui est censée normalement, si elle est bien dirigée, vers des acteurs, comme nous disions précédemment, des PME-PMI, vers la constitution d'actifs réels, c'est-à-dire à la différence de la finance conventionnelle où on peut financer XY, l'avantage de la finance islamique quand même, c'est qu'elle repose sur une base d'actifs et de tangibles. Donc de ce point de vue-là, si les choses se mettent en place de façon équitable, correcte, il peut s'avérer que ce soit un bon mécanisme pour aider les pays à se développer, participer à l'accès
au crédit ou au financement pour certaines couches de population, comme Dr Weldy le disait, si on arrive à pénétrer certaines couches ou sous-couches, qu'on arrive à développer des produits qui répondent vraiment aux demandes, cet apport de financement supplémentaire ne peut être que bénéfique pour la région et la sous-région. Ce qui me permet de rebondir aussi sur ce que mon collègue M. Ouachdi a dit plus tôt. Aujourd'hui, les zones excédentaires de trésorerie sont des régions qui sont portées vers cette finance-là. Donc, si on espère à terme pouvoir bénéficier de ces financements, il est dans l'intérêt de l'Afrique et de la sous-région de pouvoir avoir des mécanismes aussi qui permettent d'être un conduit pour ces ressources. Ce n'est peut-être pas l'unique conduit, mais qu'on ait en place des systèmes qui nous permettent aussi, en Afrique subsaharienne, de bénéficier de cet accompagnement et de ces financements. Donc, ce pourrait être un outil complémentaire à ce qui se fait déjà. Donc, oui, la finance islamique a sa place. Oui, elle pourrait contribuer au développement des populations ou au développement ou la réduction de la pauvreté dans le cadre où ce serait un financement supplémentaire, un appui supplémentaire, si bien organisé et bien dirigé, permettrait de soutenir le développement. Merci. Alors la prochaine question, une question de la Banque agricole du Niger. La CID peut-elle accepter une remobilisation d'une murabaha en impayé? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. On vous passe le micro si vous voulez nous clarifier. C'est Hamanitine Zoubeir de la Banque agricole du Niger. Quand un client de l'institution financière est en impayé, alors que l'institution a signé un contrat de Wakala avec la CID, et que maintenant le client n'arrive pas à honorer les engagements, c'est-à-dire le versement des différentes échéances, est-ce que la CID peut accepter un réchelonnement du paiement? Oui, un impayé à réchelonner, oui. Oui, mais justement, quand on avait parlé tout à l'heure, nous avons, quand le client, dans la finance islamique, quand le client ne paye pas, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il est dans l'incapacité de payer, une incapacité objective. Et donc là, on doit lui donner un moratoire, c'est-à-dire justement le réchelonnement, lui donner un délai de grâce, etc. Mais nous avons dit sans contrepartie, c'est-à-dire le fait de lui donner une extension de 6 mois. Les 6 mois, il n'y a pas de rémunération. Autrement dit, la banque subit avec le client la régression des affaires. Bon. Dans l'autre hypothèse, le client est capable de payer, mais il ne paye pas. Et donc là aussi, nous avons vu la solution selon laquelle il serait plus ou moins sanctionné à travers les indemnités, etc., sans que la banque n'en profite. Donc si vous voyez que comment approcher les difficultés dans le paiement en matière de finance islamique, donc les deux hypothèses, incapable de payer objectivement, on doit l'accompagner et lui donner un moratoire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'adosser par un nouveau financement pour pouvoir payer le premier, non pas pour payer le premier, parce que sinon on reste dans la même sphère. Si on lui donne de l'argent pour se faire payer, ça veut dire que le client reste toujours dans l'incapacité de payer. Maintenant, on va lui donner les moyens pour travailler, pour pouvoir payer. Je ne sais pas si c'est bien le... Merci. Merci, docteur. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Et je pense que c'est un point qui avait été entamé ce matin, mais on n'a pas pu élaguer là-dessus parce qu'on n'avait pas accès au docteur et on n'avait pas envie de trop déborder. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un complément de contexte sur le tawarrur, sur le commodity murabaha? Bon, justement, il n'y a pas un équivalent, justement, en français. On parle souvent de monétisation. Autrement dit, c'est la recherche de l'argent liquide. Et donc, parmi les solutions, c'est justement de trouver qu'il y a l'achat de marchandises sur le plan international, mandater, le client mandate l'institution de l'acheter une marchandise, laquelle marchandise, sur le plan contractuel, entre
dans son patrimoine, lequel client donne un mandat à l'institution de la vendre sur le plan international. Certainement, quand elle va la vendre moins que le premier prix. Et donc, après avoir vendu la marchandise, on va mettre le montant à sa disposition. Donc, l'opération est passée par justement les rouages d'une acquisition en bonne et due forme, avec une vente en bonne et due forme et avec un montant. Bon, tout ce qui est dit, notamment au niveau de ceux qui la refusent, etc., ou bien ceux qui l'acceptent, l'idée maintenant demeure qu'une fois ce montage est fait selon les règles qui ont été posées par Ayoufi à un moment donné, avant que l'Académie du fiqh ne se prononce définitivement, il y a les étapes à respecter. De ce point de vue, l'opération est en vigueur pour le moment dans certaines institutions. Bon, le leaseback s'apparentait à l'opération, je pense que c'est non, parce qu'en fait, pour le leaseback, c'est la personne elle-même qui cède des actifs, et elle est rémunérée sur les actifs, et elle reste à la tête de ses affaires. Non, justement, non, mais ce sont rémunérés, c'est pour ça. En fait, nous avons, le leaseback, c'est quoi? C'est qu'on achète les actifs, l'institution achète les actifs, la personne est payée, il y a un contrat de vente, il y a cession d'actifs. Ce même actif est reloué à la même personne sur forme ijara. Donc réellement, ça aboutit qu'on a vendu des actifs à 100, on va avoir les mêmes actifs, certainement à plus de 100. Et avec bon, si les opérations sont scindées selon les normes Ayoufi, c'est-à-dire une vente en bonne et due forme, avec cession d'actifs, et en même temps une nouvelle opération qui n'est pas conditionnée dans la première, l'opération est considérée comme étant une opération licite. Par contre, là, une opération licite sur le plan mécanisme et montage. Mais si on voit l'opération sous une finalité, maqasid, l'opération peut être assimilée à une opération qui ne donne pas un plus, une plus-value à l'économie. Mais dire que Bay'al'ina, non. Bay'al'ina, cela suppose que ça rentre à la même personne pour une durée déterminée avec un peu moindre, etc. C'est pas ça.